Écoutez, il est 13h01, nous sommes le 24, donc bien entendu, les personnes qui nous rejoignent avec un petit peu de retard seront bien entendu accueillies. Mais en tout cas, bienvenue à ce tout premier Café Gouvernance. Ce Café Gouvernance est un petit format d'échange, un format court, parce que nous sommes là pour une heure ensemble, qui s'adresse à toute personne intéressée par les questions de gouvernance, donc notamment les administrateurs qui ont pu être cooptés grâce au programme bénévolat de gouvernance, également des bénévoles qui sont inscrits dans notre base de données et toute personne intéressée par les questions de gouvernance. Petite juste introduction rapide pour vous donner quelques règles. Nous sommes nombreux, donc premier élément, ce café gouvernance est enregistré parce que certaines personnes nous ont informé de ne pas pouvoir être présentes mais être intéressées. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, il vous suffit de débrancher votre caméra et vous n'apparaîtrez pas. Deuxième chose, bien entendu, ce café, donc nous avons deux témoins que je vous présenterai juste après. Donc, ces deux témoins vont introduire le sujet en 15 à 20 minutes et ensuite il y aura un espace de débat. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pardon, via le chat et on essaiera d'échanger à partir des questions que vous poserez dans le chat. Pour co-animer avec moi ce premier café gouvernance, donc Élise Vallée, Élise qui est docteur en pharmacie et qui a occupé plusieurs postes de direction dans le domaine de la qualité des affaires réglementaires françaises et internationales. Donc Élise a rejoint Passerelle Compétences en 2002 et elle s'occupe plus particulièrement de la recherche de bénévoles au sein du programme Bénévolat de gouvernance. Et Élise est par ailleurs membre de l'IFA et du réseau Professional Women Network avec The Board Network. Et nos deux témoins aujourd'hui pour parler donc du sujet des similarités et des différences entre des mandats d'administrateurs dans des associations et des entreprises. Donc déjà Stéphane Meffre, merci d'être avec nous Stéphane. Donc Stéphane a eu une carrière dans le monde de l'audit et du conseil et Stéphane est l'un des cofondateurs, l'un des trois cofondateurs en 2020 du programme Bénévolat de gouvernance chez Passerelle et Compétences. Donc Stéphane est également membre du bureau du club association et fondation de l'IFA et conseiller bénévole au sein de l'Institut IDEAS. Et notre deuxième grand témoin, Catherine. Donc Catherine a eu une carrière sur des postes de direction générale, marketing et communication. Elle est présidente d'une association qui a pour objet de développer l'influence des femmes dans l'industrie du jouet. Et grâce à Passerelle et Compétences, elle a rejoint le conseil d'administration de l'association Enfants d'Asie, qui est une très belle ONG. Et Catherine est également bénévole au sein de l'association The Board Network. Voilà pour la présentation de nos intervenants. Et tout de suite, je passerai la parole à Stéphane pour voilà, apporter quelques éléments autour de notre sujet du jour qui va s'afficher, administrateur d'entreprise et administrateur d'association. Quelle similarité, quelle différence? Juste avant de démarrer, peut-être si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On les collectera et à la fin de la présentation, on tâchera d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà. Merci Élise, merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes tous bien installés, que vous avez une tasse de café à portée de main, puisque c'est le principe même de ce café gouvernance. Alors, comme indiqué par Philippe, donc on va parler aujourd'hui avec Catherine des différences et des similarités entre un mandat d'administrateur dans une entreprise et un mandat dans une association. Alors, la comparaison entre ces deux types de mandats a fait l'objet il y a quelque temps d'un groupe de travail réuni par Passerelle et Compétences. Ce groupe comprenait donc des administrateurs donc, qui avaient des mandats à la fois dans le domaine associatif et dans le monde de l'entreprise. Et donc, ce sont les conclusions de ce groupe de travail que je vais vous présenter maintenant. Et donc, en premier lieu, donc, j'aimerais vous présenter donc, les particularités du secteur associatif telles qu'elles ont été identifiées par ce groupe de travail. La première particularité qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le principe même des associations qui sont à but non lucratif, comme chacun le sait, et qui ont une gestion donc, par nature qui est désintéressée. Et donc, par nature, les associations donc, poursuivent des objectifs qui sont en pratique plus difficiles à mesurer que ceux d'une société commerciale qui a vocation à rechercher
une performance ou à réaliser des bénéfices. Alors, plus difficile, certes, mais pas impossible, puisque l'on sait que dans le domaine associatif, on parle de plus en plus de mesures d'impact ou d'évaluation des projets qui sont menés, qui sont conduits par les associations. Donc ça, c'est une première caractéristique. Deuxième particularité, qui est aussi assez évidente, mais qu'il convient, je pense, d'avoir bien en tête lorsqu'on s'intéresse à un mandat au sein du conseil d'administration d'une association, c'est l'importance de la dimension sociale et humaine dans la raison d'être des associations. En particulier, bien sûr, dans le cadre des associations de solidarité. Ça, c'est un point qui nous paraît très, très important. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dimension sociale dans la raison d'être des entreprises, hein. Chacun sait que depuis la loi Pacte, depuis 2019, les entreprises se donnent des raisons d'être et ces raisons d'être intègrent de plus en plus des considérations sociales et environnementales. Mais néanmoins, ce qui fait quand même la caractéristique première des associations, c'est quand même leur dimension sociale et humaine. Troisième particularité qui est intéressant aussi, je pense, d'avoir à l'esprit, c'est la variété des parties prenantes dans les associations, puisque interviennent de près ou de loin dans une association naturellement ses bénéficiaires, mais aussi les financeurs privés ou publics, et également tous ceux qui font que l'association fonctionne, que ce soit des salariés ou des bénévoles. Un quatrième point qui me semble aussi intéressant de souligner, en tout cas moi ça m'a frappé quand j'ai découvert il y a quelques années le monde associatif, c'est quelque chose qui est plus intangible, qui est ce que j'ai appelé le rapport au temps. Le rapport au temps dans les associations est différent que dans le monde de l'entreprise. Le temps n'est pas la même, le sentiment d'urgence n'est pas la même dans une entreprise par rapport à une association. Les modes de décision aussi s'inscrivent souvent dans la durée. Les modes de décision sont généralement beaucoup plus participatifs. Et enfin, les projets se réalisent dans des délais qui peuvent être assez variables, notamment selon la disponibilité des personnes qui sont en charge de ces projets. Et on sait que naturellement, lorsqu'une association emploie non seulement des salariés, mais aussi des bénévoles, il faut naturellement prendre en compte les contraintes de temps de ces bénévoles. Cinquième point aussi qui me paraît aussi important de souligner, c'est les associations généralement fonctionnent selon des modes de gestion qu'on peut qualifier de frugaux, c'est-à-dire un peu à l'économie. Ça peut être bien sûr lié à des contraintes de moyens, notamment des contraintes en termes de ressources, mais aussi ça peut aussi, et ça fait souvent aussi partie de leur valeur. L'idée souvent qu'on entend, c'est lorsqu'une association reçoit par exemple des dons, bah, tous ces dons, il faut essayer de faire en sorte que l'essentiel de ces dons aille pour la cause, pour l'objet social de l'association, et moins pour ses fonctions support ou ses moyens. Dernier point aussi qui me paraît important de souligner, c'est l'aspect juridique. L'aspect juridique et notamment le droit des associations qui est beaucoup moins développé que le droit des sociétés. Donc c'est beaucoup moins codifié, il y a une liberté notamment en termes d'organisation de la gouvernance qui est beaucoup plus large dans le monde associatif. À titre d'illustration, je ne sais pas si vous êtes arrivé un jour de regarder à quoi ressemblait le code qui régit donc d'un point de vue juridique les associations. Bah, ce code, il est en termes de nombre de pages, plus de 4 fois moins important que le code de commerce qui régit les entreprises commerciales. Donc tous ces éléments sont des particularités. Catherine, est-ce que tu souhaites réagir par rapport à ces premières présentations? Oui, merci Stéphane. Effectivement, j'avais envie de rebondir sur la variété dont tu parlais. Les administrateurs aussi sont très variés. Je n'étais pas totalement préparée à ça. Quand on arrive du monde professionnel, on croit que tout le monde est à peu près formaté de la même manière, on sait à quoi s'attendre. Dans une association, une ONG, pas forcément, justement à cause de cette raison humaine et sociale, tout le monde a un rapport assez différent par son propre vécu. Et donc, il y a des personnes qui sont là depuis le début de l'association et qui se sentent totalement justifiées d'être administrateurs. Moi, j'étais
j'arrivais avec ma formation bien cadrée sur le poste d'administrateur. Donc ça, c'était un sujet assez étonnant. Il y a d'autres personnes aussi qui vivent socialement à travers leur historique avec l'association. Et quand on arrive, nous regarde un peu de travers de dire, mais qu'est-ce que cette personne y connaît à cette association alors que nous, on apporte par notre vécu d'autres éléments. Donc il y a ce sujet-là et le rapport au temps. Effectivement, la patience est une belle vertu quand on travaille en association, quand on arrive directement du monde professionnel où le temps est effectivement plus long ou parfois plus urgent. Il y a les deux sujets, mais c'est vrai que la patience, il faut vraiment l'intégrer quand on démarre dans une association. Voilà les sujets sur lesquels je voulais rebondir pour l'instant. Merci, Catherine. Alors, une fois qu'on a essayé de préciser un peu quelles étaient les particularités du monde associatif, on peut maintenant essayer de s'intéresser à l'impact de ces particularités sur le rôle d'administrateur. La première chose qui vient à l'esprit, c'est que compte tenu de ces caractéristiques, un mandat d'administrateur ou d'administratrice dans une association engage sa personnalité et pas seulement ses compétences techniques ou professionnelles. Catherine vient de le rappeler à l'instant, un conseil d'administration d'une association est composé généralement de personnalités très diverses. Et comme on touche à des sujets qui sont souvent des sujets humains, des sujets sociaux, et qu'on a affaire à des personnes autour de la table qui sont très différentes, il faut faire preuve d'écoute, de conviction également. Et donc, clairement, la personnalité, le caractère, les qualités humaines de l'administrateur vont être aussi importantes, voire même peut-être plus importantes encore, que ses compétences purement techniques ou professionnelles. Par exemple, quelqu'un qui connaît bien la communication, qui connaît bien le juridique, la finance, etc. Ce qui va être au moins aussi important, ce sont ces traits de caractère, ces talents donc de personne. Le deuxième point qui paraît aussi important de souligner, c'est le fait que, par la force des choses, lorsque vous êtes administrateur d'une association, ben, vous devez, d'ailleurs c'est souvent ça d'ailleurs qui vous incite à rejoindre le conseil d'administration d'une association, vous devez d'adhérer à la cause de l'association. Et forcément, ça vous engage. Ça vous engage sans doute plus que le fait d'être administrateur d'une société commerciale. Même si, comme je l'ai précisé tout à l'heure, on voit de plus en plus des considérations sociales et environnementales apparaître dans les raisons d'être des sociétés commerciales. Mais ceci dit, encore une fois, ce qui réunit avant tout les membres d'un conseil d'administration d'une association, c'est leur adhésion à la cause, c'est leur intérêt pour le projet associatif. Donc ça, c'est un point très important. Et aussi, ce qui est important aussi d'avoir à l'esprit, c'est que l'impact que pourra avoir le conseil d'administration sur le fonctionnement de l'association va être directement conditionné par ce degré d'adhésion à la cause des administrateurs, leur niveau d'engagement au sein du conseil et enfin leur disponibilité. Il y a un lien, ça on a pu l'observer à maintes reprises, il y a un lien direct entre le niveau d'engagement des administrateurs et l'impact du conseil d'administration sur le fonctionnement de l'association. Dernier point qui est important de souligner, c'est bien sûr, on l'a dit, je pense qu'il faut le redire, c'est la posture d'un administrateur dans une association exige forcément des qualités particulières et notamment des qualités humaines. Euh, c'est très important de savoir écouter, de savoir dialoguer, c'est très important d'être patient. Donc, ça exige encore une fois des qualités humaines qui sont assez essentielles. Catherine. Oui, pour moi, l'adhésion à la cause est un sujet très important. Quand je suis rentrée dans la base de Passerelle et compétences, je recevais donc les offres et je me sentais au début un peu coupable de ne pas réagir à des offres parce que je me disais maintenant que j'y suis, il faut que je me lance. Et en fait, je me disais non, mais est-ce que parce qu'une association, surtout quand c'est des ONG, c'est pas forcément des sujets très joyeux et est-ce que je vais pouvoir trouver du plaisir à contribuer à un sujet qui n'est pas forcément joyeux? Donc j'ai laissé passer pas mal d'offres, encore une fois, en me sentant un peu coupable jusqu'à ce qu'Enfant d'Asie s'est offert
comme une vraie logique sur un plateau, du coup, pour moi, où je me disais, ben, j'ai travaillé dans le jouet responsable pendant des années, je veux avoir un impact sur la génération de demain, donc c'était un sujet complètement logique, et donc c'est une cause qui est très proche de mon cœur. Et heureusement que j'ai adhéré à cette cause-là, parce qu'effectivement, comme tu disais, Stéphane, on donne du temps, on donne de la patience, on donne plein de sujets à cette association. Donc, effectivement, c'est très important qu'on soit sûr que la cause soit très alignée avec notre cœur pour qu'on puisse se donner complètement et ne pas s'énerver sur des petits sujets qui pourraient nous énerver globalement, mais qui, dans l'association, vu qu'on sert la cause, ne nous énerve plus du tout, alors que ça pourrait nous énerver dans un monde professionnel, comme tu disais, sur les qualités d'écoute, la vitesse à laquelle on gère les choses derrière. Donc, moi, je suis très, très heureuse du coup d'être chez Enfants d'Asie et je suis très contente a posteriori d'avoir refusé de répondre à des postes auxquels j'aurais pu répondre rationnellement, mais qui n'étaient pas assez proches de mon cœur et auxquels je n'étais pas forcément préparée humainement à pouvoir soutenir. Merci Catherine. Alors, si on va un cran plus loin là, dans notre réflexion sur être administrateur d'association versus administrateur d'entreprise, ce qui nous paraît aussi important, c'est de réfléchir au rôle qu'un administrateur peut jouer au sein d'une association. On l'a dit tout à l'heure, la gouvernance peut être très différente d'une association à l'autre. Et donc, c'est important quand vous vous intéressez à telle ou telle offre de mandat pour une association, c'est important de se poser un certain nombre de questions concernant le rôle que vous pourrez exercer au sein du conseil. Donc, la première chose effectivement à faire, c'est de bien comprendre un peu si ces rôles au sein du conseil sont définis. Alors, parfois, il n'y a pas de définition, mais il y a des organisations qu'on peut qualifier de classiques. L'organisation classique d'un conseil d'administration dans une association, c'est la présence de membres du bureau. Membres du bureau, ça veut dire président, secrétaire du conseil, trésorier. Et on sait que les membres du bureau ont un engagement plus fort au sein du conseil que les autres membres du conseil. Mais au-delà de cette définition un peu classique, je pense que chaque association, encore une fois, a ses particularités. Et donc, il est important de bien comprendre quels sont les rôles et comment ils sont-ils exercés au sein du conseil. Deuxième point important à regarder, c'est de savoir comment est structurée l'association. Est-ce qu'elle emploie, par exemple, des salariés ou non? Ça, c'est un point important parce que on s'aperçoit en pratique qu'en l'absence de salariés, par la force des choses, encore une fois, les administrateurs sont souvent bien plus impliqués dans les tâches opérationnelles et en particulier les membres du bureau. Donc ça, c'est un point important. Alors pour certains, ça leur convient tout à fait, hein, puisque ils sont passionnés par la cause, et puis les tâches opérationnelles sont des choses qui les motivent. Mais il faut le savoir. Il faut savoir à ce moment-là que votre rôle au sein du conseil sera certainement différent de ce point de vue-là par rapport à un rôle d'administrateur dans une entreprise. Le troisième point, c'est que non seulement il y a cette distinction entre les associations qui emploient ou non des salariés, mais aussi les compétences et la responsabilité qui est confiée à ces salariés, et leur nom, naturellement. Ça aussi, ça va être un facteur de distinction qui va vous permettre de distinguer entre telle ou telle association, et ça va avoir un impact, bien sûr, sur votre rôle en tant qu'administrateur. Si par exemple vous êtes dans une association assez structurée avec un certain nombre de salariés, notamment par exemple avec prenons par exemple une direction financière, bah, si vous rejoignez cette association comme trésorier, et s'il y a une direction financière, clairement votre rôle sera un rôle beaucoup plus d'ordre stratégique, d'ordre du suivi, du contrôle des finances de l'association, et vous serez certainement moins impliqué dans la gestion quotidienne des finances et de l'association en question. Le dernier point, et qui est un peu la résultante des précédents, c'est que finalement, il y a une façon simple de reconnaître un peu les situations, c'est que plus une association en général dispose de moyens, moindre
et le risque de confusion des rôles au sein du Conseil entre les activités qu'on pourrait qualifier de gouvernance pure, c'est-à-dire moi ce que j'appelle la stratégie et le contrôle, comparé aux activités donc, opérationnelles, c'est-à-dire la réalisation des missions sur le terrain et les fonctions support interne. Donc voilà quelques éléments qui peuvent vous servir de repère pour pouvoir bien comprendre quel type de rôle vous pouvez jouer dans telle ou telle association, encore une fois, selon ses moyens ou selon son organisation. Oui, merci Stéphane. Je crois que cette slide, c'est super que tu l'aies vraiment élaboré. Je crois que c'est très important quand on choisit aussi son association. Bien sûr, il y a la cause, mais aussi après l'organisation, parce que typiquement Enfants d'Asie, qui est une grande ONG avec un grand budget, nous avons les salariés, les job desks sont bien définis, les rôles des administrateurs bien définis. Néanmoins, les moyens restent frugaux parce que tout le monde a l'engagement de dire d'avoir un maximum d'euros et d'argent qui passe directement aux enfants. Donc, tout ce qu'on peut faire au niveau bénévolat, on le fait. Et du coup, presque tous les administrateurs ont ce double rôle d'être bénévoles sur certains sujets et administrateurs de l'autre. Et même là, on a souvent la confusion des rôles, typiquement pendant un conseil d'administration, où de temps à autre, on veut dire, là, on est administrateur en fait, on n'est pas dans notre rôle de bénévole. Donc, en fait, ce qu'on vient d'apporter dans la réunion, c'est dans une autre réunion qu'elle doit avoir lieu. Donc, il y a effectivement souvent un petit peu ce, ce- ce- ce mélange des rôles qui se fait même pendant les conseils d'administration. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter de temps à autre de redire, nous sommes en conseil d'administration, donc on va avancer sur ce sujet-là et le sujet du bénévolat, et c'est le président qui doit pouvoir le gérer, parce que chacun, encore une fois, vient avec son héritage et son envie de pouvoir partager des sujets, et de temps à autre, ça, voilà, ça crée un peu de confusion pendant les réunions spécifiques. Et c'est aussi un plaisir parce que du coup, on sent bien que tout le monde est engagé sur le sujet, mais c'est sûr que ce n'est pas un conseil d'administration comme on peut l'avoir au niveau des sociétés commerciales derrière. Alors, dernier élément qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'est les similarités. Parce qu'il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même aussi des similarités entre administrateurs d'associations et administrateurs d'entreprises. Première similarité, c'est que le conseil d'administration, dans les deux cas, reste responsable. Premier responsable du bon fonctionnement de l'association, donc premier responsable des grandes orientations de l'entité concernée, donc ça c'est la stratégie, et responsable bien sûr de la maîtrise des risques liés aux activités de l'entité, qu'il s'agisse d'une association ou d'une entreprise. Donc ça, dans tous les cas, ça reste un point fondamental. Le deuxième point, c'est que en plus de sa mission générale d'administrateur, chaque administrateur peut exercer un rôle spécifique. C'est le cas dans le monde de l'entreprise, où par exemple, vous pouvez faire partie d'un comité d'audit, comité stratégique, comité sur les nominations et les rémunérations, et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que non seulement vous faites partie du collectif, de l'ensemble du conseil, et donc vous êtes amené à donner votre point de vue sur des décisions qui vous sont soumises, mais en même temps, vous pouvez apporter vos compétences, votre expérience sur un sujet donné, dans un domaine particulier que vous connaissez bien, que ce soit, encore une fois, la communication, la stratégie, votre expertise de tel ou tel secteur, et également aussi votre réseau, puisque le réseau aussi, c'est quelque chose qui est plus important, de plus en plus important dans les conseils d'administration. Troisième point aussi à garder en tête, c'est que il y a toujours ce risque, dans le cas d'une entreprise ou dans le cas d'une association, il y a toujours ce risque pour l'administrateur d'être déconnecté du terrain si l'entité concernée dispose de moyens importants. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que quand vous êtes administrateur d'association, c'est avoir toujours des occasions d'être confronté au terrain. Ça peut prendre des formes très diverses, mais ce point, il est autant valable pour les conseils d'administration des entreprises que pour les conseils d'administration des associations. Dernier point, vous avez une responsabilité au plan juridique en tant qu'administrateur. Cette responsabilité, elle existe également dans le monde associatif, aussi bien que dans le monde de l'entreprise. Il y a une petite exception, c'est qu'il y a une loi qui date, qui est assez récente, comme vous pouvez le voir,
qui a codifié un peu plus les choses, qui date de 2021, et qui fait que dans le monde dans le monde associatif, la responsabilité des administrateurs est assouplie compte tenu de leur qualité de bénévoles. Voilà, donc nous avons un peu terminé cette présentation. Catherine, est-ce que tu souhaites réagir par rapport à ce dernier slide, puisque tu es toi aussi présente un peu dans les deux mondes, Oui, monde associatif et monde de effectivement. l'entreprise. Le terrain, j'invite tout le monde quand vous rentrez dans une association de connecter au maximum avec le terrain, justement parce qu'il y a cette variété d'administrateurs historiques ou pas historiques qui sont là. Et la loi française est assez merveilleuse parce que tout ce que vous investissez en mission sur le terrain, typiquement, moi je suis partie 2 semaines au Laos pour aller voir tout ce qui se passait localement au niveau d'Enfants d'Asie. Les frais que vous engagez sont considérés comme des dons, donc vous pouvez aussi fiscalement en profiter. Donc, allez-y sur le terrain, ça vous aide aussi à y voir plus clair et à vous engager encore plus pour votre association. Et ça vous donne aussi une crédibilité auprès des autres administrateurs, surtout quand c'est des administrateurs historiques qui gèrent cette association depuis des années. Ça aide énormément et c'est un vrai plaisir pour le coup. Voilà, c'était le dernier élément que je voulais rajouter. Merci Stéphane et merci Catherine pour pour ce partage d'informations qui sont essentielles. Avant qu'on passe aux questions, et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou après on donnera peut-être la parole aussi à ceux qui veulent lever la main pour poser des questions. Je voudrais poser juste une question à Catherine parce que je pense que c'est important d'avoir ça, même si tu as parlé effectivement de un petit peu ce qui t'avait motivé pour rejoindre le CA de Enfants d'Asie. Euh, En fait, quelle satisfaction en retires-tu aujourd'hui après ces quelques temps passés? Élise, elle sait que je suis super fan de votre association de Passerelle et Compétences parce que c'est vrai que ça a été un super lien pour moi de passer de ma vie professionnelle à board member. Grâce à ça, j'ai pu adhérer à une cause et c'est vrai que du coup, avoir un impact dans le monde, c'est quand même très important quand on arrive à un certain âge et de pouvoir transmettre. Mais deux, le fait d'avoir ce poste-là, pour tous ceux qui cherchent aussi des postes d'administrateur rémunérés ou dans des sociétés commerciales, aujourd'hui, je suis administratrice. Point. Voilà, ce n'est plus une discussion parce que même s'il y a des différences, ceux qui font des recherches dans des sociétés commerciales le savent souvent, oui, mais vous n'avez pas l'expérience ou quoi que ce soit. Si, c'est aussi une expérience administratrice, il ne faut pas l'oublier. Donc, je suis très reconnaissante à Passerelle les compétences de m'avoir mis le pied à l'étrier à ce niveau-là et je suis très heureuse de pouvoir continuer chez Enfants d'Asie. Merci Catherine et je pense que c'est important que chacun écoute effectivement ses ressentis, ses émotions. Deux questions qui me semblent intéressantes de partager avec vous. La première, c'est que vous avez parlé d'engagement, d'engagement dans une association, l'engagement pour la cause. Mais la question, c'est de savoir effectivement au-delà de cet engagement, est-ce qu'on parle d'engagement aussi opérationnel? Vous l'avez un peu évoqué, mais en tout cas pour le monde associatif, est-ce qu'on peut concevoir en fait un engagement d'un administrateur sans vraiment euh, adhérer ou avoir un pied dans le concept quotidien, ou au moins un petit peu opérationnel d'une association. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on peut effectivement considérer qu'on est le pur administratif avec des réunions trimestrielles et sans vraiment rentrer dedans? Qui veut répondre? Moi, je veux bien démarrer, après vous rebondisserez. Oui, euh, c'est des sujets sur lesquels c'est des questions que j'ai posées avant d'arriver parce que c'est vrai que je trouve que c'est toujours très important de s'engager au niveau qu'on voulait s'engager et le dire en avance et dire bah, j'aurai pas des heures et des heures ou des journées et des journées à donner à l'association. On a un mélange de tout ça dans notre conseil. Il y a des personnes qui viennent, nous on a 4 conseils par an et une journée entière par an où on travaille en séminaire sur justement la stratégie dans un cadre beaucoup plus élargi que celui du conseil. Et il y a des personnes qui viennent juste à ces réunions-là et qui n'ont pas le temps et qui sont engagés à ce sujet-là, et d'autres qui sont beaucoup plus engagés sur plein d'autres sujets. Donc le mélange existe et ça ne cause enfin,
Il n'y a pas d'a priori, il n'y a personne qui dit, bah, eux, on ne les voit jamais, ils ne sont pas engagés, alors que d'autres le sont beaucoup. Mais c'est vrai que c'est probablement aussi un sujet qui est bien clarifié par le président et le conseil en amont. Merci. Est-ce que Stéphane, tu veux réagir Oui, aussi? non, je veux juste effectivement insister sur ce que vient de dire Catherine. Je pense que l'important, c'est la transparence. C'est-à-dire que quand vous acceptez un mandat dans une association, il faut vraiment avoir fait le tour de ce que vous pouvez attendre de ce mandat, de ce que l'association peut attendre de vous aussi dans le cadre de ce mandat, et que les choses soient transparentes. Et si possible, je sais que ce n'est pas forcément le cas dans toutes les associations, mais si possible, essayer de le matérialiser par un écrit qui peut tenir sur une demi-page, mais quand même quelque chose, il y a un point de repère, un repère qui vous permette ensuite, éventuellement 1 an ou 2 ans plus tard, de dire, bah, voilà, moi je suis rentré comme administrateur ou comme administratrice au sein d'une association, voilà ce que j'étais prêt à apporter, voilà ce que vous attendiez de moi, est-ce que ça colle ou ça colle pas? Et c'est quelque chose, bien sûr, qui peut être revu dans le temps. Mais ce qui est important, c'est de le faire en toute transparence et d'éviter d'être embarqué un peu contre son gré dans des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire ou en tout cas qui ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Et peut-être il faudra rebondir parce que c'était pour moi une surprise et en même temps une satisfaction. Quand on se fait embaucher comme administrateur dans une association, c'est comme dans une société commerciale, hein. Le nombre d'entretiens qu'on a eu, on va se présenter au conseil d'administration en amont, on se présente en AG, donc effectivement, c'est pas oui, oui, ok, je suis ok, et ça va passer. Donc, et donc, effectivement, je suis d'accord avec Stéphane, c'est aussi le moment où nous, on va aussi pouvoir se poser et dire, voilà à quoi vous pouvez vous attendre de ma part, les heures que je peux vous donner, l'engagement que je peux vous donner. Une autre Oui, je veux bien question? intervenir là-dessus. Bonjour. D'abord, et puis excusez-moi du retard parce que j'étais justement avec le conseil d'administration. Euh, Ça dépend aussi de la taille de l'association. Une petite association n'aura pas le même conseil d'administration qu'une grosse association et le travail n'est pas le même. En plus, ça va dépendre aussi d'où on est situé. À Paris, un conseil d'administration d'association et en province, on n'a pas les mêmes effets. En province, être administrateur, c'est quelque chose qui peut se marquer sur une carte de visite et qui a de l'importance pour certains. Et derrière, ils ne font rien du tout. Ils sont juste administrateurs. Ils viennent, ils regardent, ils boivent un coup de temps en temps et ça s'arrête là. Donc, on n'a pas les mêmes problématiques suivant. Toutes les associations vont être différentes. J'avais solutionné ça en mettant en place une chose, c'est que pour être administrateur, il fallait déjà au moins avoir 1 an de bénévolat dans l'association. Et pour être membre du bureau, il fallait 1 an minimum de participation au conseil d'administration pour être administrateur, ce qui permettait de faire une sélection par le travail, en fait. Et seconde chose, je voulais dire aussi par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, il existe des conseils d'administration bénévoles dans des sociétés commerciales, entre guillemets, puisque ce sont les mutuelles. Et j'en suis moi-même membre, puisque je fais partie du bureau d'une mutuelle d'assurance santé. Je suis bénévole et il existe un conseil d'administration avec les mêmes problématiques qu'une association, puisque les règles de la loi de 1901 s'appliquent aussi aux mutuelles en parent. Voilà. Merci, merci Marc. Justement, je voulais demander quel était votre rôle par rapport vous êtes administrateur, ce que je comprends bien, donc dans une mutuelle d'assurance, c'est ça? Alors, j'ai eu plusieurs fonctions en fait. J'ai été effectivement, j'ai été administrateur de cette mutuelle depuis un bout de temps parce que je suis assureur. Assureur, j'ai toujours eu pour but de considérer l'assurance comme une activité sociale. Je travaillais du côté des sinistres, pas du côté des commerciales. Et donc j'ai toujours à cœur de participer. Et
je suis passé administrateur d'une mutuelle d'assurance santé pour être utile, en fait, et petit à petit, je suis devenu membre du bureau. Je suis même président du comité d'audit, en fait, et je suis membre de toutes les commissions de la mutuelle, avec des obligations, des choses comme ça. Et j'habite Clermont-Lérault, c'est un petit village pas loin de Montpellier, 40 km de Montpellier, et j'ai été administrateur d'une association, disons, de loisirs. Ça s'appelle l'accueil du Clermontais, en fait. Et là, j'en ai assumé la présidence. Et en fait, on est venu me demander de prendre la présidence. J'ai pas eu à postuler. On n'avait pas de salariés et tout était bénévole. Voilà. Très bien, merci beaucoup Marc. Une autre question qui me semble aussi liée au sujet qu'on vient d'évoquer, c'est également le fait que un de nos auditeurs est un peu surpris par le fait qu'on ait beaucoup de missions présentées par Passerelle et Compétences qui se proposent d'être effectivement administrateur à distance. Et est-ce que effectivement un rôle d'administrateur est compatible avec une participation à distance? Qu'est-ce que vous pensez justement de cette de cette situation, soit Stéphane, soit Catherine, est-ce que vous avez réagir? Est-ce que c'est compatible avec une participation active? Alors, moi, ma première réaction serait de dire qu'on peut faire les deux. On peut avoir des modes de fonctionnement un peu hybrides, mais que c'est nécessaire effectivement si on veut vraiment avoir une interaction avec l'association qui soit de qualité. C'est important aussi de pouvoir rencontrer les personnes et de pouvoir se réunir en personne. Après, chaque cas est différent, chaque cas est un peu particulier, donc on dispose aujourd'hui de moyens techniques qui sont de plus en plus performants, donc le distanciel en fait partie. Ça peut permettre effectivement à des conseils d'administration de se réunir plus souvent, plus facilement, donc il faut également en tenir compte. Un administrateur en permanence à distance, je pense que ça peut pas, personnellement, je pense pas que ça puisse fonctionner. Ouais, 100% d'accord avec Stéphane. Nous, on essaye d'être là au maximum. C'est vraiment une exception quand c'est par visio. Par contre, quand on est sur une mission bénévole, ça se passe souvent par visio pour avancer. Mais les conseils sont en général, quand on est excusé, c'est plutôt donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre que de le faire à distance. Alors, je suis désolé, je vais encore intervenir, mais moi, comme je suis administrateur de cette mutuelle d'assurance santé, je vais avoir un conseil là, jeudi. C'est le premier conseil que je vais avoir en présentiel depuis 4 ans. Et a priori, ça fonctionne. Et pourtant, je fais partie du comité d'audit et tout. Donc, j'ai une quinzaine de réunions à peu près par an minimum au niveau du conseil. Hein. Donc, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Oui, je pense que le caractère hybride, comme le disait Stéphane, c'est quelque chose qu'on présente souvent au niveau des mandats. On peut pas envisager que ce soit effectivement totalement à distance, mais hybride me semble tout à fait capable de fonctionner. Enfin, dernière question qui sont plus un peu structurelles, on va dire. Y a-t-il des durées de mandat typiques pour un fonctionnement, un mandat de ah, Sam, merci. Donc, durée de mandat typique et aussi de nombre de mandats, le renouvellement des mandats. Est-ce que de durée de mandat, est-ce que quelqu'un veut répondre? C'est que Et en d'Asie, effectivement, c'était 3 ans et là, on est en train de changer pour que tout le monde revienne au même niveau et que ça soit 2 ans. Donc, du coup, c'était assez marrant parce que comme moi, j'ai démarré, on a fait un tirage au sort, c'était pour que ça revienne avec les personnes. Et donc, du coup, au lieu d'être à 3 ans, c'était ceux qui allaient être pour 2 ans. Et donc, il y a un tirage au sort derrière. Donc, moi, là, je vais le renouveler. Donc, c'est 2 ans. Et après, je vois, oui, est-ce que c'est automatique? Ça dépend probablement des associations. Moi, j'insiste beaucoup pour que à chaque fois, il y ait plus de candidats que de renouvellement pour que justement les administrateurs réengagent leur engagement vis-à-vis de l'association.
On dirait effectivement, en principe, toutes ces informations sont dans les statuts des associations, hein. Le principe, c'est effectivement que nombre de mandats, renouvellement des mandats, durée des mandats sont définis dans les statuts. Stéphane, tu veux apporter un autre complément par rapport à ça? Oui, non, juste une remarque, du point de vue de la gouvernance, ça me paraît important qu'il y ait une limite, quelle qu'elle soit, mais qu'il y ait une limite au renouvellement des mandats. Encore une fois, quelle qu'elle soit, mais ça me paraît important que voilà, le renouvellement ne soit pas automatique et entre guillemets à l'infini. Je pense que c'est important de faire vivre et de renouveler le conseil d'administration, et ça c'est valable aussi bien dans le monde associatif que dans le monde de l'entreprise. Philippe, tu as eu une question de ton côté, je Oui, moi crois. j'ai une question en direct, donc je vais vous la lire, hein. C'est un participant qui s'intéresse particulièrement au sujet de la RSE et de la RSO et qui s'étonne que dans nos recherches de mandat, il n'y en ait jamais qui abordent ce sujet-là. C'est-à-dire que c'est vrai que nous cherchons beaucoup d'administrateurs pour des sujets de communication, des administrateurs pour des sujets RH, mais c'est vrai que des administrateurs pour porter le sujet RSO, RSE au sein du conseil d'administration, nous en diffusons pas. Voilà, donc il s'étonnait. Alors, je ne sais pas s'il y a une réaction sur le sujet. Bah, si j'ai envie de réagir, en fait, il y a souvent le sentiment dans les associations, ça c'est amusant, qu'elles sont RSO ou RSE par nature, notamment les associations que nous on accompagne, qui sont des associations de solidarité. Elles se disent, mais attendez, de quoi vous me parlez? Moi, je suis social par définition, je suis une association de solidarité. Il n'en demeure pas moins que c'est un sujet qui devient de plus en plus une préoccupation pour un certain nombre d'entre elles. À la fois le S de social et le E de environnement, hein, puisque on peut voir dans certaines associations que la gestion des équipes et parfois n'est pas toujours un long fleuve tranquille, hein. Donc il y a forcément des sujets de préoccupation à voir. Il y a la question de la motivation des bénévoles qui rentre en ligne de compte. Donc bien souvent, lorsque on propose des offres de mandat, à défaut de parler spécifiquement de la RSE, on parle souvent, par exemple, de tout ce qui est gestion des équipes, ressources humaines et ce genre de choses. Et voilà, on a un certain nombre d'offres de mandats où on aimerait bien voir effectivement des personnes avec cette compétence en matière de ressources humaines. Et sur l'aspect environnement à proprement parler, c'est un sujet aussi qui prend une importance croissante. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on verra de plus en plus dans nos offres de mandat à venir. Même si, effectivement, encore une fois, par nature, les impacts environnementaux des associations ne sont peut-être pas aussi importants que dans des entreprises, notamment industrielles. Élise, ton micro? Voilà, je disais, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, n'hésitez pas, Il y a une alors qu'on question en de a. Jean-Pierre, justement. Voilà, je viens de la voir. Avantages et difficultés de rejoindre une association directement en tant que président. Ah, c'est un vaste sujet sur lequel Passerelle les compétences s'est penché. Je ne sais pas si Anne est toujours en ligne, mais elle pourrait réagir parce qu'effectivement, on a vu croître le nombre donc de mandats de président dans les dernières années. Et on en a fait effectivement un groupe de travail pour y réfléchir. Donc je vois que Anne a réagi. Je te laisse la parole, Anne, qui a l'idée ce groupe de projet. Oui, oui, j'ai effectivement animé ce groupe de travail sur les recherches de présidents, sachant que ces demandes qui nous sont arrivées d'associations nous ont semblé un petit peu difficiles à appréhender chez Passerelle les compétences. On a mis en place un process un peu particulier pour accompagner les associations qui cherchent un futur président. Mais ça reste compliqué. On a fait un webinaire l'année dernière. Je pense qu'il est accessible, il est accessible en ligne. On pourra mettre le lien pour ceux qui veulent le revoir. Euh, le, le fait est que normalement, une association devrait pouvoir trouver son président en interne au sein de ses administrateurs et ça devrait être un des premiers rôles du conseil d'administration que d'assurer la pérennité de son association et donc le renouvellement de son président.
Voilà, maintenant, il peut arriver que, on ne trouve pas et donc on ait à faire une recherche externe. C'est effectivement une greffe qui est complexe et qui va demander plus de temps qu'une recherche d'administrateur pour joindre tout simplement, pour devenir tout simplement membre du conseil d'administration. Mais on y arrive. On a des succès en la matière. Et après, il faut une validation de l'Assemblée générale. Bien sûr, Bien comme les sûr, comme tout. administrateurs d'ailleurs, il n'y a pas de, il y a, Il n'y a ça pas ne de... change pas. Donc, on cherche un président, mais on n'est pas sûr qu'il le devienne. Absolument. Et d'ailleurs, peut-être on Vas-y, vas-y, Anne. conseille d'intégrer plusieurs administrateurs pour qu'au sein d'entre eux puisse se dégager un futur président. Très bien. Il y a une question également sur le type d'accompagnement qu'on peut apporter au niveau des associations. Donc, effectivement, on va pouvoir parler peut-être d'ateliers qui sont proposés et je vais redonner la parole à Anne puisqu'elle en anime aussi un certain nombre, si elle accepte d'en parler un peu. Donc, en fait, ateliers qui sont effectivement proposés dans certaines conditions donc à des associations et des groupes d'associations. Alors, effectivement, on propose, nous, aux associations, d'abord de les accompagner individuellement à la recherche d'administrateurs. Ça, c'est la première offre que l'on fait aux associations. Ensuite, au-delà de cette simple accompagnement individuel, on peut proposer d'autres types d'aides pour les associations et en particulier des ateliers qui sont des ateliers de réflexion autour des moyens d'améliorer la gouvernance de son association et autour des moyens de motiver des bénévoles à devenir administrateurs. Ces ateliers peuvent être conduits au sein d'une même association ou peuvent être conduits en multi-association. Essentiellement. Mais si vous avez des demandes de ce type-là, le mieux c'est de nous contacter directement et on essaiera de construire avec vous quelque chose d'adapté. Merci, Anne. Une question là qui me semble plus pour Stéphane, peut-être sur justement en quoi la loi de 2021 que tu as présentée atténue justement la responsabilité juridique des membres donc du conseil d'administration. En fait, cette loi a codifié une habitude qui était une habitude jurisprudentielle, qui était le fait que quand il y avait des problèmes, notamment quand une association devait déposer le bilan, les juges, dans le cas des associations, avaient imprimé un peu plus d'indulgence avant de déterminer la responsabilité de tel ou tel dans le cadre d'un dépôt de bilan, par exemple, ou dans le cas d'une faute de gestion. Donc les juges avaient tendance à effectivement être un peu plus compréhensifs dans le cas d'un mandat d'administrateur exercé à titre bénévole. Et en 2021, tout simplement, le législateur a repris cette habitude des juges et simplement la codifiée, et la codifiée dans les termes que je vous ai exposés. Mais ce qui veut dire quand même qu'à l'usage, on s'aperçoit qu'il y a un peu plus de souplesse dans l'interprétation et dans la détermination des responsabilités des administrateurs bénévoles comparé à des administrateurs rémunérés. Oui, enfin, excusez-moi, c'est moi qui ai posé la question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Bon, d'abord, je m'excuse pour les fautes d'orthographe que je vois arriver sur la question que j'ai posée, c'est l'écriture automatique. Oui, donc par rapport à cette atténuation, ce qui me préoccupe un petit peu, c'est que la loi, enfin que je n'ai pas lue, ne prévoit pas un cadre particulier, si ce n'est qu'en fait, c'est simplement que les juges seraient beaucoup plus tolérants. C'est un peu dangereux au plan juridique quand même, puisque ça ne les exonère pas en fait d'une responsabilité. Oui, non, on ne parle pas d'exonération, je suis tout à fait d'accord avec vous, Ouais. on parle effectivement d'une atténuation. Après, alors c'est peut-être pas l'objet de ce café BDG de revenir sur la responsabilité des administrateurs, mais dans le cas des associations, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a plusieurs niveaux.
Lorsqu'il y a un problème qui nécessite de faire une action en justice, généralement, c'est d'abord l'association qui est en premier lieu. Oui, bien sûr. C'est elle qu'on va chercher. Et une fois qu'on a passé cette première étape-là, c'est au juge de voir si derrière les faits commis par l'association, il y a des responsabilités personnelles. Les responsabilités personnelles, elles sont engagées dans le cas d'administrateurs qui ont réalisé des actions qui sont déconnectées du rôle qui leur a été défini au départ, qui sont, pour le dire un peu de manière un peu simple, c'est des administrateurs qui ont fait une sortie de route, c'est-à-dire Des malversations. voilà, Ouais. clairement, ils sont D'accord. sortis des missions qui leur étaient confiées, des rôles qui leur étaient confiés, ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, le juge se pose la question, est-ce que cette sortie de route, elle était consciente, elle était volontaire, est-ce qu'il y avait une intention ou Bien pas? sûr. Et c'est là où on va pouvoir se dire, attendez, il était bénévole, il a cru bien faire parce que ça servait telle ou telle cause, voilà, et donc sa responsabilité est atténuée. Donc voilà, il y a tout un cheminement à suivre pour apprécier la responsabilité des administrateurs. De plus, il y a D'accord. plusieurs responsabilités. Il y a la responsabilité pénale, la civile, et ainsi de suite. Donc, Absolument. on n'est plus dans les mêmes domaines. Oui, mais la responsabilité pénale, effectivement, c'est l'intention délictuelle. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la responsabilité civile, en fait. Parce que, bon, je dirais que vous avez une compétence particulière dans un domaine particulier. Est-ce que le juge n'aurait pas tendance, en fait, à dire que qu'il n'est pas normal, compte tenu de vos compétences, d'avoir agi de cette manière? Et se cacher derrière, en fait, un bénévolat, je m'interroge. En matière de responsabilité civile, il y a aussi l'assureur qui est derrière. Puisque normalement, la première démarche pour une association, c'est quand même de s'assurer. Il y a un contrat de protection juridique. Il peut y avoir un contrat de protection juridique. C'est pas systématique. Donc la protection existe que s'il y a un contrat de protection juridique. S'il y a un contrat de responsabilité civile. C'est ce qu'on appelle je vois responsabilité civile des mandataires sociaux. Ça existe dans le domaine de l'entreprise comme dans le domaine associatif. Tout à fait. Merci à tous pour vos questions. N'hésitez pas, de toute façon, vous avez notre adresse et vous pouvez toujours poser des questions complémentaires. On voudrait profiter de ces dernières minutes pour vous présenter quelques mandats ouverts et qui pourraient vous intéresser, quelques informations. Je laisse la parole donc à Philippe. Merci Élise. Donc, comme vous le savez sûrement, tous les ans, au niveau du programme bénévolat de gouvernance, nous accompagnons une centaine d'associations, donc sur toute la France. Environ 70% sur Paris-Île-de-France et le reste sur le reste de la France. Et nous diffusons par année une centaine d'annonces de recherche d'administrateurs. Donc on va profiter de ces 5 dernières minutes pour vous partager 6 recherches que nous avons en cours, qui peut-être donnera envie à certains d'entre vous. Donc le premier, une très belle association qui s'appelle Envoludia. C'est une association qui gère des établissements qui accueillent des enfants et des jeunes en situation de handicap et qui cherche un nouveau trésorier ou une trésorière spécialiste des questions financières. Bon, voilà. Pourquoi candidater? D'une part, c'est une grosse association qui a un budget de 42 millions d'euros. Donc, si vous êtes familier des gros montants et des sommes importantes, ce mandat est peut-être pour vous. Mais avec également, donc, dans ce type de structure, un DGA et un DAF pour appuyer le trésorier et une transition en douceur. L'actuelle trésorière a profité du Covid pour déménager à la campagne, donc elle est moins disponible sur la région Île-de-France, mais elle restera membre du conseil d'administration, donc sera tout à fait disponible pour aider le ou la future trésorière dans le cadre du tuilage, et donc l'association s'appelle Envoludia. Deuxième association, donc l'Âge d'Or de France, cette fois-ci une association de taille beaucoup plus petite, c'est une association reconnue d'utilité publique qui est spécialiste du conte et qui propose des sorties culturelles pour les seniors. Donc, c'est une association beaucoup plus petite, d'un budget d'environ 150 000 euros avec une salariée. Et le mandat que nous cherchons pour cette association, c'est un mandat de président, donc un président généraliste. Pourquoi candidater? Cette fois-ci, si vous souhaitez rejoindre une association à taille très humaine, parce que c'est vraiment une taille très humaine de l'association, mais également une association qui a
un vrai potentiel de développement. C'est une association qui a un souhait de rajeunissement avec un vrai potentiel de développement. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui a un peu l'âme d'un développeur. Avec donc la présidente actuelle souhaitera quitter l'association à l'occasion des 50 ans de l'association en octobre, mais les membres du bureau ont d'ores et déjà annoncé qu'ils étaient prêts à s'investir plus qu'ils ne le font à l'heure actuelle. Donc vous serez accueillis dans une belle équipe avec laquelle nous travaillons depuis quelques semaines. Ensuite, autre mandat, donc la Ligue contre le cancer, le comité des Yvelines. Donc l'association, c'est donc le comité départemental de la Ligue contre le cancer qui agit comme l'ensemble des comités départementaux sur l'accompagnement des malades et la prévention, qui recherche pour rejoindre son conseil d'administration 2 administrateurs, un en charge des relations extérieures et en charge de la communication. Alors, pourquoi candidater à cette association? C'est une association qui est vraiment en développement, avec un CA qui a été renouvelé récemment, qui est très dynamique, et notamment grâce à Passerelle et Compétences, parce que nous avons déjà présenté plusieurs administrateurs qui sont aujourd'hui membres du conseil d'administration. C'est une association qui a 5 salariés, donc qui a quand même un volume d'activité assez conséquent. Et le sens de ce mandat, c'est représenter l'association et porter la voix de l'association en externe. Donc, si vous avez une âme de communicant ou de représentant extérieur, n'hésitez pas, ce mandat est peut-être pour vous. Élise, ton micro. Micro, voilà. Je continue, je parle de la Génération Mandat, qui est une MADA, pardon, Génération MADA, qui est une association à Paris, dans le 5e, dont le siège est dans le 5e. Donc c'est une ONG très engagée à l'international, qui aide donc des jeunes malgaches à choisir leur avenir, donc dans le domaine donc de l'éducation, de l'accompagnement. Il cherche effectivement un administrateur, une administratrice pour se développer et donc d'aller trouver d'autres partenariats, des partenariats en France, des partenariats à l'étranger. C'est une cause donc vraiment autour de l'éducation des enfants malgaches et donc ils veulent se développer et également trouver également des actions de financement. Voilà, donc un caractère international sur cette association. Également une association cette fois-ci en province, à La Baule, une association Jeunesse et Avenir. Alors l'association Jeunesse et Avenir, elle accueille, elle accompagne des enfants handicapés, déficience psychique ou autisme. C'est des enfants qui ont besoin donc de cet accompagnement. C'est une grosse association puisqu'il y a quand même 180 salariés et 14 établissements au sein de cette association. Donc, ils ont besoin d'une administratrice pour développer leur réflexion stratégique. Donc, quelqu'un qui pourrait rejoindre le bureau, sûrement, et donc qui serait effectivement disponible pour cette association, donc à La Baule, pour l'accompagnement d'enfants handicapés. Enfin, une autre association, Un enfant par la main, qui, elle, est à Nogent, sur Marne. C'est une association qui accompagne les enfants dans les pays en développement, vous voyez, dans 18 pays différents. Cette fois-ci, alors là, on parlait de président, c'est le président qui est recherché, c'est le président qui pilote la stratégie, qui garantit le modèle économique. Donc, il cherche à renouveler le président sur cette association. Donc, c'est vraiment une association très concrète qui existe depuis de nombreuses années, qui a un budget de l'ordre de 6 millions d'euros. Et qui accompagne donc des enfants partout dans le monde avec une notion de parrainage et qui cherche donc un président qui pourrait effectivement développer cette association, continuer à la développer avec toutes les réflexions stratégiques et le pilotage donc de cette superbe organisation ONG. Voilà. Écoutez, un grand merci à tous. Il est 13h59. On avait dit qu'on finirait à 14h pour rester sur ce créneau d'une heure. Alors, si l'un ou l'autre des mandats vous a touché et que vous êtes intéressé, il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse gouvernance@passerelle-compétences. C'est l'adresse mail à laquelle nous avons confirmé ce café gouvernance. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a un de ces mandats qui vous intéresse.
Nous, par ailleurs, voilà, on vous remercie, on remercie très chaleureusement Catherine et Stéphane de leur témoignage et de leur présentation. Et alors, nous, c'était le premier Café Gouvernance. Il semble y avoir eu pas mal de succès, donc on va probablement reproduire à intervalles réguliers ce type d'événement avec des autres thématiques et des autres témoins. Donc, on vous dit à très bientôt et nous restons bien entendu disponibles, toute l'équipe du programme Bénévolat de Gouvernance, pour répondre à vos questions sur les mandats que nous proposons pour nos associations partenaires. Écoutez, on vous propose de conclure, même si la visio reste ouverte. Donc, si l'un d'entre vous a une question complémentaire, nous laissons la visio ouverte, mais nous concluons officiellement ce premier Café Gouvernance en vous disant un grand merci à tous. Merci. Merci infiniment. Merci. Au revoir à tous. Au Très revoir. intéressant. Au revoir.